L'année était 1991. L'automne s'était déjà installé sur Lille, une ville historique du nord de la France, connue pour ses rues médiévales et l'imposante cathédrale Notre-Dame de la Treille. Un voile gris couvrait les toits d'ardoise, et l'odeur humide des feuilles tombées se mêlait à l'arôme de café des brasseries locales. C'était un décor d'une beauté presque picturale, qui serait bientôt entaché par une tragédie qui ferait écho pendant des décennies. Isabelle Dubois, une professeure d'art de 32 ans, rayonnait de talent et de vivacité. Originaire de Boston, elle avait trouvé à Lille non seulement un foyer, mais une scène pour sa passion pour l'art. Ses tableaux, vibrants et pleins de vie, étaient le miroir de son âme, et elle avait rapidement conquis un cercle social actif dans les cercles artistiques animés de la ville. Isabelle n'était pas seulement une artiste prometteuse, c'était une femme célibataire, indépendante, dont l'énergie et l'intelligence captivaient tout le monde. Le 14 octobre 1991, le silence qui s'abattit sur l'appartement d'Isabelle, dans la charmante rue des Arts, était trop lourd pour être ignoré. Madame Renée Dubois, une voisine de longue date et amie de la famille, avait essayé de l'appeler toute la journée, sans succès. Inquiète, en fin d'après-midi, elle décida de frapper à la porte. L'absence de réponse, combinée à la porte entr'ouverte, éveilla un pressentiment glacial. En entrant, ce qu'elle trouva lui glaça le sang. Isabelle gisait inerte sur le sol du salon, au milieu d'un désordre choquant. Le cri de Madame Dubois déchira le calme de la rue des Arts. En quelques minutes, la police de Lille fut alertée. L'inspecteur Jean-Luc Moreau, un vétéran de la police locale, avec des années d'expérience dans les affaires complexes, arriva sur les lieux. Ses yeux parcoururent l'environnement avec l'acuité de quelqu'un qui avait déjà trop vu. L'appartement d'Isabelle, autrefois un sanctuaire de couleurs et de créativité, était maintenant une scène d'horreur. Une statuette en bronze, à laquelle Isabelle tenait beaucoup et qui représentait une déesse de la fertilité, gisait brisée au sol, ses fragments éparpillés comme des témoins muets d'une violence brutale. Un tiroir de sa commode était ouvert, suggérant un possible vol. Cependant, un détail troublant sauta aux yeux de l'inspecteur Moreau. Rien de valeur apparente n'avait été emporté. Bijoux et argent étaient intacts, jetant une ombre de doute sur la motivation. L'équipe médico-légale, dirigée par le docteur Sylvie Moreau, une pathologiste réputée pour sa minutie, arriva peu après. L'air était chargé d'une tension presque palpable alors qu'il commençait le travail délicat de collecte de chaque fragment de preuve. Le docteur Moreau estima l'heure du décès d'Isabelle entre 19h et 22h, la veille au soir. Sous les ongles de la victime, de minuscules microfibres furent soigneusement collectées, un détail qui, à l'époque, semblait insignifiant. À la base de la statuette brisée, un échantillon de sang, si petit qu'il passa presque inaperçu, fut également prélevé. Il y avait aussi une empreinte partielle sur le tapis du salon, difficile à identifier, mais qui pourrait être vitale. La vie d'Isabelle, désormais sous le regard de l'enquête, révélait une femme en pleine ascension. Récemment, elle avait obtenu une bourse d'études prestigieuse pour un échange dans une galerie d'art à Paris. Une reconnaissance qui la remplissait de fierté, mais qui, on le savait, avait suscité l'envie chez certains de ses collègues et concurrents. Ses amis la décrivaient comme quelqu'un qui vivait intensément, avec un réseau de contacts vaste et diversifié. Mais dans les jours qui précédèrent sa mort, Isabelle avait confié à une amie qu'elle recevait des appels anonymes depuis des cabines téléphoniques, des voix chuchotantes qui la mettaient mal à l'aise. Les premiers suspects apparurent naturellement. Un ex-petit ami, avec qui Isabelle avait récemment rompu, mais qui avait un alibi solide et vérifiable. Il y avait aussi un étudiant insatisfait qui pensait que son travail était injustement évalué, mais lui aussi avait un alibi qui semblait résister à l'examen initial. L'enquête avait à peine commencé, et elle se montrait déjà un enchevêtrement de pistes et d'incertitudes. Une véritable affaire qui promettait de consommer la ville de Lille. L'inspecteur Moreau sentait que, sous la surface tranquille de la vie d'Isabelle, il y avait des courants cachés qu'il devait démasquer.
La complexité de l'affaire était déjà évidente, et le sentiment que quelque chose de fondamental manquait flottait dans l'air. Les semaines qui suivirent la découverte du corps d'Isabelle Dubois transformèrent la paisible Lille en un tourbillon de spéculations et de peurs. L'inspecteur Moreau et son équipe se plongèrent tête baissée dans l'enquête, une véritable course contre la montre pour percer le mystère qui entourait la mort de la jeune artiste. Plus de 40 personnes furent interrogées, amis, collègues de travail, voisins, galeristes et même les étudiants d'Isabelle. Chaque témoignage était une pièce, mais le puzzle restait loin d'être assemblé. Au milieu de ce vaste réseau de contacts, un nom commença à émerger avec une fréquence inquiétante. Zane Parker. Zane était un jeune artiste, discret et un peu reclus, voisin d'Isabelle dans la rue des Arts. Il la connaissait non seulement comme voisine, mais aussi comme son ancienne professeure, et il avait été l'un des candidats à la même bourse d'études prestigieuse qu'Isabelle avait obtenue. Dans les coulisses des cercles artistiques de Lille, Zane était connu pour son talent indéniable, mais aussi pour une frustration latente, le sentiment que son travail ne recevait jamais la reconnaissance qu'il méritait. L'envie, un sentiment insidieux, semblait avoir trouvé un terrain fertile dans son cœur, surtout après le triomphe d'Isabelle. L'inspecteur Moreau remarqua un changement abrupt dans le comportement de Zane. Lui, qui était autrefois une figure constante dans le quartier, disparut soudainement, quelques semaines seulement après le crime. Interrogé, Zane prétendit avoir trouvé un emploi dans une autre ville, Toulouse, comme graphiste, une opportunité qu'il ne pouvait pas refuser. Cependant, une vérification plus approfondie révéla que cet emploi était en réalité une farce. L'entreprise pour laquelle il était censé travailler n'existait pas, du moins pas sous le nom et l'adresse fournis par Zane. Ce mensonge flagrant jeta une ombre de doute sur lui, le transformant de témoin en suspect principal. Le départ précipité de Zane, combiné à son lien avec Isabelle et l'envie que beaucoup savaient qu'il nourrissait, était une piste que Moreau ne pouvait pas ignorer. Tandis que l'équipe de Moreau tentait de localiser Zane, une découverte tardive ajouta une autre couche de complexité à l'affaire. Les registres téléphoniques, initialement négligés en raison de l'énorme quantité de données, révélèrent un appel passé depuis l'appartement d'Isabelle, après l'heure estimée de sa mort. Un seul appel, de quelques secondes seulement, vers un numéro non identifié, depuis sa ligne fixe. Qui était dans l'appartement d'Isabelle après le crime, et pourquoi? Était-ce une tentative de simuler la normalité ou un message pour quelqu'un? L'équipe tenta de retracer le numéro, mais la technologie de l'époque ne permit pas d'avancée significative, ce qui en fit une énigme de plus dans le dossier. Malgré des efforts inlassables, des heures d'interrogatoire et l'analyse minutieuse des preuves, l'enquête commença à s'essouffler. Zane Parker s'était volatilisé, devenant un fantôme. Les pistes, autrefois prometteuses, semblaient mener à des impasses. La communauté de Lille, initialement choquée et solidaire, commença à ressentir le poids de la frustration. La pression sur la police était immense, mais sans suspect concret et sans preuves irréfutables, l'affaire Isabelle Dubois stagna. 6 mois après le brutal assassinat, l'inspecteur Moreau, avec un nœud dans la gorge et le sentiment amer d'un travail inachevé, fut contraint de classer l'affaire comme non résolue. Le dossier, épais de rapports et de témoignages, fut scellé et rangé dans les archives froides de la police de Lille, un témoin silencieux d'une justice refusée. La vie d'Isabelle, si vibrante et prometteuse, avait été interrompue, et son meurtrier marchait en liberté, une ombre dans les rues d'une ville qui n'oublierait jamais son nom. Le classement de l'affaire Isabelle Dubois laissa un silence pesant sur Lille. La ville, habituée à la beauté de ses rues et à la tranquillité de sa vie, ressentait le poids d'une justice qui n'était pas venue. Pour l'inspecteur Jean-Luc Moreau, le dossier d'Isabelle n'était pas seulement un autre dossier poussiéreux, c'était une plaie ouverte, un rappel constant d'un meurtrier en liberté et d'une vie brillante fauchée prématurément. Il relisait les rapports le soir, chez lui, dans l'espoir qu'un détail, un mot, saute à ses yeux et révèle ce qui avait été perdu.
Mais le temps est impitoyable, et les pistes se refroidissaient de jour en jour. Isabelle Dubois, au-delà de la tragédie, était une femme de rêve et une inspiration. Sa meilleure amie, Élodie Martin, une restauratrice d'art à Paris, se souvenait d'Isabelle comme d'une force de la nature, une artiste qui vivait et respirait couleur et forme. Elle avait un éclat unique, une joie de vivre contagieuse, a déclaré Élodie dans un témoignage ému. La bourse pour Paris était l'aboutissement d'années de travail acharné, un tremplin vers la reconnaissance internationale. Elle était tellement enthousiaste, pleine de projets pour son exposition solo. Le directeur de l'école d'art où Isabelle enseignait, Monsieur Philippe Dubois, sans lien de parenté avec la victime, la décrivait comme une professeure dévouée et innovante, aimée de ses étudiants et respectée de ses pairs. Sa mort laissa un vide immense, non seulement dans la vie de ses proches, mais aussi dans la communauté artistique de Lille. Au cœur de sa vie, Isabelle entretenait des liens familiaux complexes. Son frère aîné, Gérard Dubois, un homme réservé et méthodique, avait été présent pendant les phases initiales de l'enquête, offrant son soutien à la famille endeuillée. Sa posture était celle d'un frère dévasté, mais pour certains, il y avait une étrange distance dans son chagrin. Gérard, bien que toujours discret, avait été une figure constante dans la vie d'Isabelle, et elle confiait parfois à des amis sa difficulté à gérer l'intensité de son attention qui frôlait le contrôle. Bien qu'elle ne l'ait jamais exprimé ouvertement comme de l'envie, Isabelle avait mentionné, lors de conversations ponctuelles, son malaise face à la compétitivité voilée de Gérard, notamment en ce qui concernait ses succès artistiques. L'inspecteur Moreau, poussé par une obstination inébranlable, persista. Il demanda des analyses supplémentaires sur tout ce qu'il put. Les microfibres trouvées sous les ongles d'Isabelle, initialement considérées comme des débris aléatoires, furent réexaminées, mais la technologie de l'époque ne permettait pas une identification précise. Le minuscule échantillon de sang à la base de la statuette brisée fut également testé à plusieurs reprises, mais il ne correspondait à aucun profil de la base de données existante et fut jugé insuffisant pour une identification concluante. Même les notes anonymes qu'Isabelle avait mentionnées, si elles existaient physiquement, furent recherchées. En leur absence, Moreau considéra la possibilité d'une analyse graphologique d'autres textes, mais il n'y avait pas de matériel de comparaison. Et les appels depuis la cabine téléphonique restèrent un mystère. Chaque impasse augmentait la frustration de Moreau, qui sentait la vérité lui échapper entre les doigts. La pression hiérarchique, cependant, était implacable. Avec le manque de nouvelles preuves et l'absence du suspect principal, Zane Parker, le haut commandement de la police de Lille, exigea que l'affaire soit officiellement classée. Moreau, le cœur brisé et la conscience lourde, fut contraint de céder. Le dossier d'Isabelle Dubois fut scellé, relégué à l'oubli froid des archives, un témoignage silencieux d'une tragédie non résolue. L'image d'Isabelle, souriante et pleine de vie, hantait ses pensées, et il jura qu'un jour, la vérité éclaterait. Mais pour l'instant, l'affaire Isabelle Dubois n'était qu'un autre cold case, une tache sur l'histoire de Lille, attendant un nouveau regard, un nouvel espoir. 28 années s'écoulèrent comme une brume sur les champs des Flandres. L'année était 2019 et l'affaire Isabelle Dubois gisait intacte dans les archives de la police de Lille, un rappel silencieux d'une justice qui ne semblait jamais arriver. L'inspecteur Jean-Luc Moreau avait pris sa retraite, emportant avec lui l'amertume d'une affaire non résolue, mais jamais oubliée. Cependant, le temps, qui efface tout, apporte aussi la promesse de nouveaux outils, de nouvelles perspectives. C'est dans ce scénario d'espoir technologique que le dossier d'Isabelle serait rouvert, non par hasard, mais par une initiative de mémoire judiciaire qui cherchait à donner une voix au cold case de la région. La capitaine Sophie Girard, une jeune détective ambitieuse, avec un intellect affûté et une fascination particulière pour les affaires classées, fut responsable de cette entreprise. Sa réputation au sein de la gendarmerie était celle de quelqu'un qui n'avait pas peur de plonger dans les profondeurs des enquêtes oubliées, croyant fermement que la science médico-légale moderne pourrait percer des mystères qui semblaient autrefois
impénétrable. En recevant le dossier poussiéreux d'Isabelle Dubois, Girard sentit immédiatement le poids de l'histoire, l'urgence silencieuse d'une vie interrompue. Elle se plongea dans les vieux rapports, les témoignages dactylographiés, les photographies en noir et blanc qui capturaient la douleur et le désordre d'une époque. Les heures se transformèrent en jours et les jours en semaines, tandis que la capitaine Girard déconstruisait et reconstruisait chaque étape de l'enquête originale. Elle remarqua les incohérences, les détails qui avaient été négligés, non par incompétence, mais par la limitation de la technologie de l'époque. Deux pistes en particulier attirèrent son attention, faisant écho à l'idée que rien n'est insignifiant dans un crime. Les minuscules microfibres trouvées sous les ongles d'Isabelle et l'échantillon de sang presque invisible à la base de la statuette brisée. En 1991, ces preuves avaient été considérées comme ayant une valeur limitée, incapables de produire une identification concluante. Mais 28 ans plus tard, le scénario était différent. Avec l'autorisation de réexaminer les preuves, la capitaine Girard envoya les échantillons à un laboratoire médico-légal de pointe spécialisé dans l'analyse d'ADN avancée. L'ère du phénotypage et de la généalogie génétique était arrivée, offrant un pouvoir d'identification sans précédent. Les microfibres, autrefois un enchevêtrement indistinct, furent soumises à une analyse détaillée, révélant non seulement l'origine du tissu, mais aussi des traces d'ADN épithélial. Le minuscule échantillon de sang, préservé avec un soin remarquable au fil des décennies, fut le joyau de la couronne. Les techniciens du laboratoire travaillèrent avec une précision quasi chirurgicale, extrayant le profil génétique complet. Les résultats mirent du temps à arriver, augmentant la tension et l'attente de la capitaine Girard. Lorsque le rapport atterrit enfin sur son bureau, le choc fut palpable. L'ADN, à la fois des microfibres et de l'échantillon de sang, pointait vers une seule personne. Le nom était familier, mais l'implication était dévastatrice. Gérard Dubois, le frère aîné d'Isabelle, l'homme discret qui avait offert son soutien à la famille qui avait pleuré la perte de sa sœur. Celui qui, à l'époque, avait été considéré comme une figure de deuil. L'esprit de la capitaine Girard se précipita vers les anciens témoignages, vers les quelques mentions de Gérard. Elle se souvint des observations d'Isabelle sur la compétitivité voilée de son frère, le malaise avec l'intensité de son attention qui frôlait le contrôle. Ces notes, autrefois de simples nuances, prenaient désormais un poids sinistre. Gérard Dubois, le frère, le parent proche, le consolateur, était maintenant le principal suspect. Le choc fut immense. En approfondissant l'enquête sur Gérard, l'équipe de Girard découvrit qu'après le crime de 1991, il avait déménagé dans une petite ville de l'intérieur de la France, adoptant une nouvelle identité sociale. Loin de l'effervescence de l'île, il était devenu un libraire à la retraite, menant une vie recluse, presque ermite. Une fuite calculée, un isolement qui semblait plus une évasion qu'une quête de paix. Le lien personnel, l'obsession malsaine que la prémisse suggérait, commençait à se dessiner avec des contours plus nets. L'envie, un poison lent, insidieux, qui avait corrodé les liens familiaux et culminé en un acte de violence inimaginable. La statuette brisée, symbole du succès d'Isabelle, n'était plus seulement une arme, mais un catalyseur d'un ressentiment accumulé pendant des années. La vérité, enfouie pendant près de 3 décennies, commençait à émerger des ombres. La révélation de l'ADN de Gérard Dubois envoya des ondes de choc à travers l'équipe de la capitaine Girard. Le silence dans la salle de réunion était assourdissant, tandis que le nom du frère de la victime flottait dans l'air, un fantôme inattendu qui se matérialisait après presque 3 décennies. « Impossible !» murmura l'un des détectives, mais le rapport du laboratoire était irréfutable. La science médico-légale moderne, avec sa précision implacable, avait parlé. Les microfibres, autrefois insignifiantes, et l'échantillon de sang, autrefois trop minuscule pour être décisif, étaient maintenant le lien incontestable entre le crime et Gérard. La capitaine Girard ressentit un mélange de triomphe et d'une profonde tristesse. La vérité était là, brutale et douloureuse.
La première tâche était de localiser Gérard Dubois. Les informations initiales étaient rares, seulement un enregistrement de déménagement vers une petite ville du sud de la France, puis l'évêque, peu après le classement de l'affaire en 1991. Il avait en fait adopté une nouvelle identité sociale. Bien qu'il ait conservé son nom de baptême à des fins légales, mais il vivait comme un homme complètement différent. À Puy-l'Évêque, Gérard était connu comme un libraire à la retraite, un homme aux habitudes simples et recluses, presque invisible dans la communauté. Il vivait dans une maison isolée, entourée de livres et d'un jardin modeste, un sanctuaire de tranquillité apparente qui cachait un passé sombre. L'équipe de la capitaine Girard commença une surveillance discrète. 2 détectives, déguisés en touristes et chercheurs d'art, s'établirent dans la petite ville. Ils observèrent Gérard pendant des jours, étudiant sa routine méticuleusement. Il fréquentait la même boulangerie tous les matins, achetait les mêmes journaux et passait ses après-midi dans son jardin ou à lire dans sa bibliothèque privée. Sa vie était une monotonie presque parfaite, calculée pour ne pas éveiller de soupçons. Mais la capitaine Girard savait que cette façade de normalité n'était qu'un masque, une façade construite pour cacher la vérité. Le défi était maintenant d'obtenir un échantillon d'ADN de Gérard Dubois pour une comparaison directe et concluante, sans l'alerter. L'équipe élabora un plan ingénieux. L'un des détectives, se faisant passer pour un collectionneur de livres rares, réussit à organiser une rencontre avec Gérard dans un petit café local, sous prétexte de discuter d'une acquisition. Pendant la conversation, qui dura près d'1 heure, le détective offrit du café à Gérard dans une tasse en céramique. Gérard, sans se douter de rien, but son café et laissa la tasse sur la table à la fin de la rencontre. Dès qu'il partit, la tasse fut discrètement ramassée par l'équipe de surveillance, emballée et envoyée immédiatement au laboratoire médico-légal. C'était une méthode simple mais efficace pour obtenir le matériel génétique nécessaire. L'attente des résultats fut angoissante. Chaque minute s'étirait, chargée d'expectatives. Lorsque la confirmation finale arriva, elle fut aussi dévastatrice que la première. L'ADN de la tasse de café correspondait parfaitement aux échantillons trouvés sur la scène du crime et sous les ongles d'Isabelle. Il n'y avait plus de doute. Le libraire à la retraite et reclus de Puy-l'Évêque, le frère en deuil, était le meurtrier. La capitaine Girard eut un frisson. La justice, après près de 3 décennies, était sur le point d'être rendue. L'affaire Isabelle Dubois, le cold case qui hantait la mémoire de l'île, était enfin sur le point d'être résolue. La phase suivante serait la plus délicate et cruciale. L'arrestation et l'interrogatoire de Gérard Dubois, l'homme qui avait vécu une vie de mensonge pendant si longtemps. La matinée à Puy-l'Évêque éclata avec la tension d'une tempête imminente. L'équipe de la capitaine Girard, avec un mandat en main, encercla la maison isolée de Gérard Dubois. L'arrestation fut dramatique, mais le suspect réagit avec un calme perturbant, presque comme s'il attendait ce moment depuis des décennies. « Je savais que ce jour viendrait », murmura-t-il, admettant immédiatement être conscient que l'affaire d'Isabelle avait été rouverte. Lors de l'interrogatoire, le masque de libraire à la retraite s'effondra, révélant une âme corrodée. Gérard, confronté aux preuves d'ADN irréfutables et à la force de la vérité, commença à confesser par fragments une obsession malsaine. L'envie pour la bourse d'études d'Isabelle, le rejet constant qu'il ressentait vis-à-vis de son talent et de son succès, tout convergea vers une nuit fatidique. La statuette brisée, autrefois symbole d'art, était maintenant la preuve finale, ses empreintes digitales gravées sur l'arme du crime. La capitaine Girard présenta également le journal secret d'Isabelle, découvert parmi ses affaires, qui détaillait le comportement contrôlant et envieux de son frère, confirmant la préméditation. Le procès, en 2020, fut un événement douloureux. La sœur d'Isabelle, présente au tribunal, fit un témoignage ému décrivant la douleur d'une famille déchirée. L'expertise psychiatrique révéla une personnalité narcissique et profondément rancunière chez Gérard Dubois. Après des semaines de témoignages et la présentation des preuves médico-légales et du journal d'Isabelle, le verdict tomba. 28 ans de prison. La capitaine Girard ressentit un soulagement amer.
La justice, bien que tardive, avait prévalu. Un jour d'automne, semblable à celui de 1991, la capitaine Girard visita la tombe d'Isabelle Dubois. Des fleurs fraîches ornaient la pierre tombale. La vérité, comme un fragment oublié, trouve toujours son chemin, même si cela prend des décennies pour révéler la face la plus sombre de l'envie familiale. L'affaire Isabelle Dubois était enfin classée. Que son histoire nous rappelle que la vigilance et la persévérance peuvent, un jour, mettre la vérité en lumière.